H2O. Aujourd'hui, on va parler de zombies. Les villes sont désertes et on entend juste des enfants, des coups de feu, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est exactement comme dans les films. Je sais pas comment faire, je sais pas ce que je dois faire. Putain, le téléphone marche pas, je peux même pas joindre ma famille, je sais pas ce qui se passe. Je suis tout seul. Je suis en panique totale. S'il vous plaît. Aidez-moi, venez me chercher. Alors, est-ce que ce scénario peut se produire un jour? Même si c'est peu probable, c'est pas impossible. Donc, après vous avoir montré comment se débarrasser des aliens à la période de l'automne lorsqu'ils viennent polluer nos forêts, eh bien aujourd'hui, on va apprendre à se débarrasser des zombies. Les zombies, qu'est-ce que c'est? Donc les zombies, ce sont des humains comme vous et moi qui ont été mordus par des ghouls ou morts-vivants. Voilà. Donc des êtres humains qui sont morts parce qu'ils ont été infectés, donc soit par morsure, soit par griffure, ou simplement en ayant absorbé de l'eau contaminée. Voilà, ce virus, d'après Max Brooks, existe réellement. Donc il s'appelle le solanum. Et alors le solanum a pour effet, donc après le décès de la personne, donc de réveiller celui-ci, puisque le virus a une incubation d'environ une dizaine d'heures. Et donc à partir du moment où la personne est réveillée et en pleine possession de ses nouvelles facultés, puisque le cerveau va complètement changer et devenir un organe complètement étranger au corps humain, dans le sens où il n'a plus besoin d'oxygène, tout ce qui est relié donc aux muscles par les nerfs donc ne sont plus fonctionnels, le cœur ne fonctionne plus et l'appareil digestif non plus ne fonctionne plus. Donc ne reste uniquement que le réflexe et l'instinct de vouloir se nourrir et de mordre, donc de préférence de la chair humaine, puisqu'il le préfère, et visiblement elle a l'air beaucoup plus goûteuse que celle d'un chien. Donc à partir du moment où en fait il n'est pas du tout sensible à la douleur, donc ça ne sert absolument à rien de lui tirer tout son chargeur dans le bide, ça ne sert strictement à rien. Bon, le couper en deux non plus, puisqu'il continuera à ramper en claquant des dents. Toute faculté cognitive est annihilée et il n'a pas la possibilité donc de raisonner et encore moins de synchroniser ses mouvements au point de pouvoir courir ou monter une échelle. Voilà. Il ne va pas réfléchir, il ne va pas essayer de trouver un système permettant d'ouvrir une porte qui est verrouillée. Non. Il ne se lasse jamais, il n'est jamais fatigué. Donc il peut errer et marcher sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, ou bien attendre dans un placard ou dans une pièce confinée pendant plusieurs mois. La durée de vie estimée maximum d'un zombie est d'environ 5 ans. Voilà. Au-delà de la 5e année, le corps est tellement putréfié qu'il tombe en lambeaux de lui-même et il finit par mourir une bonne fois pour toutes. N'ayant pas besoin de respirer, il peut très bien en fait rester au fond d'un lac ou d'une rivière
Donc si on nettoie une zone, toujours en fait vérifier, sonder ou vider un étang pour vérifier s'il n'y a pas de zombies en dessous. Le jour où cette épidémie se déclare, les gens contaminés, parmi les premiers, vont aller forcément essayer de comprendre, se faire soigner, soit les morsures ou autres, donc dans un hôpital. Et les premiers zombies vont se réveiller donc dans les hôpitaux, donc il faut absolument les fuir, y compris tout ce qui est commissariat, église ou bâtiments religieux, les salles des fêtes, tout ce qui permet de rassembler les gens en grand nombre, il faut absolument le fuir. Donc le mieux c'est de partir directement se cacher dans la campagne et rester sur ses gardes. Si possible faire un abri en hauteur, en haut d'un arbre. C'est pas toujours évident dans le sens où on essaye quand même de partir avec les membres qui nous sont chers. Donc en tout cas si vous avez une bade, fermez les portes, verrouillez évidemment, fermez les volets, montez à l'étage, emportez votre eau, vos moyens de communication à l'étage. Voilà. En dessous de la tête du zombie, aucun sens ne fonctionne, on l'a vu. Par contre, il va conserver ses facultés visuelles. Elles seront toujours égales à celles qu'il avait auparavant. En ce qui concerne lui, on pourrait avoir tendance à penser que son ouïe quand même va s'affiner. Voilà pourquoi il est absolument primordial, et ça c'est la règle de base numéro 1, c'est-à-dire le silence. Être le plus silencieux possible. Donc voilà pourquoi au niveau des véhicules, comme une voiture ou une moto, bon, évidemment si tout le monde s'enfuit par les autoroutes, ça on le voit dans tous les films, il y aura donc des embouteillages et seules les motos pourront se faufiler. Par contre, donc une moto va faire beaucoup de bruit et attirer des zombies donc, à des kilomètres. Règle numéro 2, donc, une des plus importantes, c'est avoir un bon cardio. Donc s'entraîner à courir, vraiment. La fuite reste la solution la plus intelligente. Ça ne sert à rien de vouloir casser du zombie pour se faire plaisir, puisque courir un risque diminue fortement votre durée de vie. Ne pas jouer les héros. Il va falloir donc privilégier les armes silencieuses, comme les armes blanches, puisque tout ce qui est arc et arbalète, c'est à proscrire. Les arbalètes c'est encore pire, puisque les seuls pouvant être efficaces sont des systèmes qui demandent au moins 20 secondes pour être rechargés et ne tirent qu'un seul coup. Donc oubliez les arbalètes, absolument. Et la règle numéro 3, donc c'est évidemment toujours viser le cerveau. Ne pas tourner le dos à un zombie tant qu'il n'a pas le cerveau complètement écrabouillé. Au niveau de la protection, donc certains vous diront peut-être une cotte de maille faite en alliage de carbone, c'est suffisamment léger et ça pourrait protéger des morsures. Pourquoi pas? Aujourd'hui, si je vous demande de vous procurer ce genre de matériel, combien le feront? Voilà. Donc au niveau de l'équipement minimaliste, ne surtout pas s'embêter à avoir quelque chose sur nous qui nous empêche d'avoir une gestuelle suffisamment agile pour pouvoir sortir d'une situation difficile. Donc par contre, les choses absolument à posséder, ce sont donc des gants. Voilà, donc ça c'est absolument obligatoire et c'est facile à se procurer. Ensuite, ne pas avoir de vêtements trop larges, suffisamment amples, ce qui permettrait donc aux zombies de vous attraper. Également pour les cheveux, les femmes ou les hommes s'attacher les cheveux ou avoir les cheveux courts. Donc ça c'est une protection également nécessaire et obligatoire. Voilà. Ne pas offrir de prise en main donc, à votre ennemi, puisque là c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Au niveau de la communication, donc si ce problème arrive, tout ce qui est téléphone, moyen de communication traditionnel, ça ne fonctionnera plus. Exit les téléphones portables. Par contre, au niveau de la radio, vous pouvez vous procurer une petite radio, puisque si les chaînes de télévision ne fonctionnent plus, les dernières émissions
à émettre seront des émissions radio type FM. Voilà, donc procurez-vous une radio et un stock de piles suffisant. Ensuite, des talkie-walkie, puisque l'équipe est nécessaire pour se protéger des zombies. On l'a vu dans la vidéo précédente. Des talkie-walkie, pourquoi? Tout simplement pour communiquer une base avancée avec des éclaireurs et une base arrière. Et ensuite, ça permet également de scanner toutes les fréquences afin de pouvoir trouver d'autres groupes qui émettent justement un appel de secours, pour pouvoir se rencontrer et éventuellement échanger certaines choses, ou des informations ou du matériel. Donc petite question, d'après vous, est-ce que ceci est une arme idéale pour combattre le zombie? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de voter. Faux. La plupart d'entre vous pensent que ceci est une arme idéale pour combattre les zombies, parce que vous avez regardé trop de films à la télévision et au cinéma. Ceci n'est pas une bonne arme à zombie. Pourquoi? De par son encombrement, son poids, elle demande 2 mains. Voilà. Vous n'avez aucune main libre, et lorsque vous donnez donc le coup sur le zombie, si jamais vous ratez votre cible, vous pouvez perdre l'équilibre, et à ce moment-là, tout votre corps est disponible à être attrapé ou à être mordu. La tronçonneuse, pareil, trop lourd, limité, puisque ça demande de l'essence et le réservoir n'est pas inépuisable, donc ça demande en plus une jerrycan. Ensuite, les 2 mains sont toujours prises, c'est la même chose. Si vous ratez votre cible, vous vous déséquilibrez et c'est fini pour vous. Le principal étant donc le silence, donc l'arme blanche à une main. Donc suffisamment longue pour pouvoir avoir une portée plus importante qu'un couteau. Une machette comme celle-ci, une kukri Kostil, donc justement permet, de par sa légèreté, de pouvoir donner donc les coups nécessaires, non pas dans les membres, puisqu'on l'a vu plus avant, démembrer un mort-vivant ne sert qu'à perdre du temps, et le temps est très précieux puisqu'ils attaquent souvent par bande. Se débarrasser du zombie, donc de quelle manière? Eh bien, donc évidemment, ne pas décapiter, cela ne sert à rien, il continuera d'avoir le réflexe de morsure. Toujours donc fracasser le crâne, donc la boîte crânienne est un os extrêmement dur, donc il faut user de force et de précision. Donc avoir des outils très tranchants et régulièrement aiguisés et entretenus. Donc ce qui était autrefois donc le cerveau doit être absolument broyé dès la première fois, donc en un seul coup, pour pouvoir être disponible, se retourner, regarder autour de soi pour vérifier s'il n'y a pas d'autres zombies qui se jettent sur vous. Si vous n'avez pas de machette, ou vous l'avez perdu, vous avez fait un lancer, et vous avez raté votre cible, vous vous retrouvez complètement acculé à un mur sans rien, il ne vous reste plus que votre couteau de poche. Et donc, au dernier moment, plantez donc ici, voilà, au sommet du crâne du zombie, et tournez d'un axe de 45 degrés pour détruire ce qui était autrefois la cervelle. Après, au niveau psychologique, le fait de se déplacer avec une arme à feu, c'est beaucoup plus rassurant. Après, le fait de se sentir en sécurité, souvent nous fait prendre des risques inconsidérés. Donc privilégiez plutôt une carabine avec une lunette et pourquoi pas un silencieux. Si vous n'avez pas la possibilité et que vous trouvez uniquement sur le dessus de l'armoire de la maison de vos grands-parents le fameux fusil de chasse dans la famille depuis des générations, prenez-le, il sera toujours un ami pour vous, ne vous en séparez jamais. Une petite sangle pour l'avoir dans votre dos, des munitions donc toujours à portée de main. Par exemple, le calibre idéal pour le zombie, c'est le plomb numéro 2.
donc autrement appelée la chevrotine. J'ai rajouté donc une lampe, puisque ça permet justement, donc, si jamais il y a une intrusion de nuit, de pouvoir être sûr que c'est bien un zombie et non pas donc, un humain qui cherche un refuge. À posséder absolument. Ensuite, les meilleures armes à zombies resteront toujours les outils de jardinage. Ils sont indétrônables, ils sont légers, comme une pelle, un râteau, la bêche, à planter directement dans la tête, la pelle droite, possibilité déguisée également, de la même manière que ce truc là, je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Ça, ou une faux, ça c'est idéal, il permet donc de repousser donc le zombie, garder de la distance et ensuite donc pouvoir donner le coup final donc sur le haut du crâne. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, donc en signe de reconnaissance, le pouce vert, j'aime. Ensuite, vous pouvez la partager sur votre réseau social comme Facebook, Twitter, etc. Et pourquoi pas l'ajouter à vos favoris de votre chaîne YouTube. Pour ceux qui ont envie de voir donc, des films de zombies, donc j'en conseillerais deux. Donc le cultissime L'Armée des Morts, et puis le très humoristique Bienvenue donc à Zombieland, où là justement c'était un des premiers films qui établissait donc des règles à respecter pour pouvoir survivre. Eh bien, je vais également maintenant vous laisser donc une vidéo sur un phénomène complètement inconnu en France. Ça fait un buzz aux États-Unis. Il s'agit des Bath salts, donc le sel de bain en français. C'est une nouvelle drogue qui a à peu près les mêmes effets que la cocaïne visiblement, mais très facile à se procurer via internet. Ça vient directement de Chine je crois, pour 20 €. Voilà, les gens se défoncent quasiment gratuitement. Il y a des conséquences graves, puisque au-delà d'être complètement euphorique, il y a comment dire, une bestialité. On parle également de cannibalisme. Les gens courent dans tous les sens, ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ça a été filmé. Des gendarmes ont pris donc une personne sur le fait, en train de manger donc un SDF, et ils lui ont tiré 4 balles dans le corps, et il continuait de dévorer le visage de sa victime. Voilà. Donc tout le monde en parle aux États-Unis. En France, c'est silence radio. Donc eh bien, je vous laisse avec ce reportage. Un homme s'est mis à dévorer un SDF dans la rue, en pleine rue. Les médias américains ont immédiatement mis en cause les sels de bain. Alors rassurez-vous, ce ne sont pas de vrais sels de bain qui l'ont rendu aussi violent. C'est ainsi qu'on appelle sur Internet des drogues de synthèse qui sont appelées sels de bain pour pouvoir les vendre impunément. Emmanuel Raoul. Abattu alors qu'il dévorait le visage d'un SDF, comment Rudy Eugène a-t-il pu se transformer en quelques heures en une bête sanguinaire? Police et médias pointent du doigt un possible responsable. Les sels de bain. Les sels de bain accusés d'être à l'origine d'une scène macabre à Miami. Rien à voir avec ce qui pouvait orner la baignoire de votre grand-mère. Il s'agit de drogues de synthèse aux effets proches de la cocaïne et de l'ecstasy, appelées sels de bain stimulants pour pouvoir être vendus discrètement et légalement. Fumés, injectés ou sniffés, ces cristaux se sont répandus comme une traînée de poudre aux USA. Les centres antipoison ont enregistré 20 fois plus de cas de surdose entre 2010 et 2011. Agitation, tremblement jusqu'au coma, hyperthermie et mort. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les symptômes psychiatriques présentés.
Paranoïa, hallucinations et surtout délire aigu agité, comme sur ces images tournées par la police. Force décuplée, résistance à la douleur et une température du corps qui dépasse les 41 degrés. Autant de caractéristiques que présentait Rudy Eugène, le cannibale de Miami. Pour autant, il va falloir plusieurs semaines pour savoir s'il était bien sous l'emprise de sel de bain, car leur composition est méconnue et varie selon les fabricants. Ce ne sont pas des substances qui ont été étudiées en profondeur, et donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Les gens mettent un produit dans leur corps et ne savent pas ce qui va leur arriver. Si ces drogues ont été interdites à l'été 2010 au Royaume-Uni et ensuite dans quelques États américains, on les trouve très facilement sur Internet ou dans certains magasins, comme l'a montré la chaîne ABC dans ses reportages. Idem en Europe, quelques clics suffisent pour trouver des sites en proposant à partir d'une vingtaine d'euros. Souvent situés en Asie, les fabricants contournent chaque interdiction en modifiant légèrement les formules chimiques, ce qui fait dire à un toxicologue interviewé par le site Wired que la guerre contre les drogues de synthèse est perdue d'avance. Gardez toujours à l'esprit que rien n'est impossible et que des épidémies comme oui, la vache folle, le H1N1, H1N2, la grippe aviaire, la grippe porcine, demain ce sera quoi ?